et nos propositions. Stéphane, je te laisse dire un mot. Merci Alain, bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce live, on va dire, qui va durer une petite heure, aussi pour répondre à vos questions. Merci de nous rejoindre au moment où vous êtes là et de nous rejoindre aussi dans la vidéo future qui sera tirée de ce moment. Voilà. Le but, effectivement, avec Alain ce soir, qui est déjà un vieil ami et puis qui est aussi quelqu'un avec qui on partage des discussions depuis très longtemps, on voulait faire un peu un point de cette époque un peu étrange dans laquelle on est, et qui est une époque qui est à la fois curieuse, qui est également dangereuse à un certain nombre de points de vue, mais qui aussi nous amène à réfléchir à un certain nombre de questions relativement importantes à ce moment-là de notre civilisation ou nos civilisations. On parlera peut-être un peu de ce concept, Alain, où on se pose beaucoup de questions et on n'a pas de réponse. On a l'air d'être arrivé au bout de l'ère énergétique, on a l'air d'être arrivé au bout de l'ère nucléaire, on a l'air d'être complètement en panne de ressources politiques, avec un désengagement, une complexité de la politique. On a l'air d'être dans un moment de conflit et de dangers internationaux. On voit la guerre revenir en Europe alors que cette guerre avait été complètement chassée de l'imaginaire et de la réalité des Européens et provoqué une onde de choc planétaire. Et une onde de choc qui, au même moment, se trouve invitée par l'autre onde de choc, qui est l'onde de choc, on va dire, éco-environnementale, mais qui est surtout le fait qu'on sait maintenant que notre planète, que notre Terre est malade. Et qu'elle est malade d'abord de l'homme, et qu'elle est malade à un tel point aujourd'hui qu'elle est en train de nous faire rentrer dans une nouvelle ère, Alain, qu'on appelle l'Anthropocène. Alors, l'Anthropocène, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Parce que tout le monde en parle. Alors, l'Anthropocène, c'est effectivement de considérer que la totalité de ce qui est de l'ordre du vivant est lié et impacté par la place de l'homme en son centre. Et ça m'amène, si tu le permets, dans l'introduction qu'on fait comme ça, de manière un peu ouverte, à rebondir sur ce que tu as dit. Je considère pour ma part que sur les crises que nous traversons aujourd'hui, sur l'ensemble des sujets qui nous sont posés, on a des choses inédites. Bien entendu qu'avant nous, tous nos prédécesseurs sur la Terre, tous les humains ont connu les crises et sans doute ont pensé que leur période était atypique, inédite, exceptionnelle. Moi, je vois trois éléments qui sont aujourd'hui, à mon sens, de l'ordre de ce que Stéphane a dit tout de suite, c'est-à-dire à la fois de l'inédit, du danger et de l'obligation d'y répondre parce qu'on sent bien que c'est vital. Premier élément que je vois, c'est que, et ça rejoint l'Anthropocène, l'homme a décidé de s'attaquer aux deux piliers sur lesquels tiennent toute société, toute civilisation. Le premier pilier, celui de la nature, Stéphane en a dit un mot, et je pense que tu seras plus à même que moi. On va y revenir. Le deuxième, qui est plus particulièrement le mien, on ne s'est pas présenté, mais je travaille sur l'intelligence culturelle et interculturelle, sur les croyances collectives, la gestion du fait religieux. Et donc le deuxième pilier, à mon sens, qui est vraiment attaqué de manière comme si nous étions devenus des fous furieux pour scier la branche sur laquelle nous étions assis, ce deuxième pilier, c'est celui du culturel. Pas la culture au sens des tableaux, pas la culture au sens de la littérature ou des œuvres de l'esprit, comme aurait dit Malraux, c'est la culture au sens de ce qui nous définit. La culture qui est cet ensemble de préférences collectives à travers lesquelles on va se reconnaître, on va transmettre et se projeter. Et là, on voit bien que l'Europe, qui est accusée d'avoir été évidemment puissance coloniale et d'avoir attaqué les cultures des autres, est rentrée dans une sorte d'abord de droit d'inventaire, de devoir d'inventaire, puis de réflexion et de remise en cause de ce qu'elle est, sans aucune perspective derrière, et qui fait que l'homme, à la fois, s'est attaqué à la nature, et à la fois à sa nature à lui, c'est-à-dire sa culture. Qu'est-ce qui fait culture et collectif aujourd'hui? Alors, on a parlé de fracture en préparant cette conférence, parce que on se pose des questions culturelles et anthropologiques depuis quand même plus de 100 ans, depuis que l'humanité a découvert l'ensemble de sa planète, depuis qu'on a compris que les confins avaient tous été trouvés, et que les limites terrestres étaient à peu près toutes là. Aujourd'hui, les fractures sur lesquelles on est, elles sont dangereuses. D'abord, ce sont des fractures économiques.
au sein de nos sociétés occidentales, entre guillemets, développées, auxquelles on avait vendu un taux de croissance infini, auxquelles on avait vendu un bien-être pour tout le monde, sans se soucier un peu du reste du monde, et puis des dégâts causés sur la planète, et aussi dans notre environnement et notre mode de vie, puisque on va donner aussi pendant cette petite conférence ce soir quelques pistes pour que nous puissions réfléchir à ce demain faire société, c'est-à-dire vivre ensemble, et vivre ensemble sur une planète habitable. Donc le premier point, c'est que ce rêve du progrès de la croissance, eh bien, il est brisé. Voilà. On ne va rien vous apprendre, mais on vous laisse encore penser dans les médias que demain, on va pouvoir faire 4, 5, 6% de croissance. On nous avait promis le rattrapage de la période Covid. Et aujourd'hui, si vous enlevez le taux d'inflation, avec le taux de croissance français actuel, c'est probablement 10% de la richesse française annuelle qui va être perdue cette année, en plus de ce qui a été perdu pendant le Covid. Donc nous sommes clairement, actuellement, en décroissance. Et ce mot de décroissance, qui est un mot qui fait peur, est un mot sur le plan économique qui est très important, parce que ça veut dire que nous ne pouvons retrouver des cycles de production, de services et de bien-être que dans un contexte tout à fait nouveau, qui est, et le premier d'entre eux, une pacification de l'homme avec la nature. Et deuxièmement, Alain, et je reviens vers toi, une pacification des hommes avec eux-mêmes. Or, aujourd'hui, est-ce qu'on est, pour certains, au crépuscule des démocraties? Est-ce qu'on est sur une ère planétaire de tensions politiques renouvelées dans les grandes aires géopolitiques qu'on a connues et qui ont formé ce monde d'aujourd'hui, politique et religieuse? Est-ce qu'on est, aujourd'hui reparti sur un cycle descendant, régressif, qui nous amène qu'à des difficultés? Ou est-ce qu'au contraire, citoyens que nous sommes, qui nous regardez, qui allez poser vos questions dans quelques minutes, est-ce qu'on peut finalement se dire qu'on a assez de culture et on a assez de mémoire pour éviter de nouvelles catastrophes? Alors, merci, parce que sur la notion de cycle que tu évoques, pour parler de cycle économique, pour comprendre les cycles écologiques, sociétaux, sociaux, peu importe, qui sont les nôtres, encore faut-il s'être réconcilié avec la notion de cycle historique. Là, nous vivons un grand choc, qui est celui d'avoir redécouvert la tragédie de l'histoire, et donc les cycles longs de l'histoire. Tiens, nous pensions que le cycle tel que nous l'avions connu au XXe siècle, XIXe, XXe siècle, des grands empires, de toutes ces grandes structures qui s'affrontaient pour des territoires, pour des ressources rares, que l'on peut comprendre en même temps, qui nous semblaient complètement dégradantes, rétrogrades, assez peu morales. Ces choses-là continuent à exister. Aujourd'hui, tapent à la porte, et elles ne sont pas loin d'ici, 2h30 d'avion pour aller au plus grand conflit intra-européen que nous ayons connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais la guerre n'avait jamais quitté l'humanité. Mais jamais. Voilà. Mais l'histoire est tragique. C'est clair. Hein. Et donc la tragédie de l'histoire, ce sont des grands cycles. Nous avons oublié ces grands cycles, et pire que ça, à mon sens, nous avons oublié que nous avions oublié. C'est-à-dire que ça nous tombe dessus, on ne sait même plus de quoi on parle. Ça, c'est le premier élément. Comment penser les cycles? Le deuxième élément, puisque tu parles de culture, une culture a des grands pistons qui l'animent, des grands piliers qui la soutiennent. Et aujourd'hui, comment penser la culture française, ou la culture européenne, ou la culture régionale, locale, peu importe, celle d'une entreprise comme d'une équipe de rugby, si on ne se pose pas la question 1, des valeurs qui la soutiennent, quelles sont les valeurs non négociables du groupe? Alors, culture avec un S, c'est-à-dire qu'en fait, on revendique chacun d'être membre de plusieurs cultures. J'ai ma culture familiale, j'ai ma culture locale, j'ai ma culture politique, et tout ça cohabite. Et c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence collective, dont tu as tout ça devrait de le faire vivre. Tout ça devrait cohabiter. Tout ça devrait cohabiter. Aujourd'hui, je ne suis pas si sûr que ça cohabite dans la tête de tout le monde, justement. Ma culture familiale, ma culture religieuse, ma culture sociale. Qu'est-ce qu'on appelle cette fracture? Là, je parle aux fins connaisseurs d'anthropologie politique que tu es. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde qui a envie d'ouvrir des factures pour se différencier? Alors, justement, pour trouver de nouvelles règles de culpabilisation de l'autre, telles qu'elles existaient et qu'elles ont toujours existé. C'est pas forcément négatif. Je pense que tu as raison. Nous avons besoin de fractures. Mais parce que ça fait partie justement des étapes de la culture. La culture nous donne des valeurs, à partir desquelles on va commencer à construire un collectif qui va durer ensemble. La deuxième chose, pourquoi faire? Pour se mettre en représentation. Nous voulons être ma culture, dans le collectif dans lequel je vis, doit me dire comment je dois me représenter à moi-même. Donc dans ma culture familiale, ma culture personnelle, je me tatoue pas, je me maquille, je m'habille de ceci, cela. Comment je dois me représenter vis-à-vis des autres? Comment je dois me représenter vis-à-vis de mes pères,
Et qui sont-ils? Et là, les fractures s'additionnent. Et enfin, ma culture me dit comment représenter face au monde. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième, que vient d'évoquer Stéphane, que tu évoques, c'est la singularité. Le collectif donné à chaque individu la possibilité de se singulariser face au vaste monde et face à ce qui n'était pas lui, l'altérité. Aujourd'hui, la singularité est devenue un processus hystérique au sein du groupe où chacun va devoir, par l'individualisme, se singulariser par rapport aux autres tout en étant dans le même groupe. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a plusieurs raisons à cela. Alors, la première raison, c'est les raisons économiques. C'est quand même au niveau mondial l'appauvrissement de ceux qui étaient déjà les plus pauvres, qui s'appauvrissent encore plus. Et deuxièmement, l'effondrement de la partie inférieure de la classe moyenne, et là je parle de tous les pays confondus, qui espéraient, dans un rêve de progrès et d'évolution, avoir leur part du gâteau de la croissance, entre guillemets, et qui sont en train de comprendre que, à coup de choc économique, parce qu'on rentre dans une ère de démondialisation sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, les rêves de vie confortable, tranquille, etc., voire accessible, ne seront plus du tout à portée de génération. Et ça, aujourd'hui, ça produit une excitation politique rassemblant tout un tas de gens autour de ce qu'on appelle les populismes, mais de manière plus générale, autour finalement d'un dénominateur qui est les nations, mais au travers du pire dénominateur des nations, qui sont les nationalismes, c'est-à-dire la conception la plus étroite de la nation, donc pas le patriotisme, mais le nationalisme en ce qui est là, d'exclusion des autres, mais dont la première cause est économique. Deuxièmement, en termes de déclassement social, on doit insister sur plusieurs profils. Le premier profil, c'est celui de l'agriculteur. Je ne parle pas qu'en France, je parle de manière générale. Voilà une profession qui, à 100 ans, tenait le monde, et qui aujourd'hui souffre d'un travail extrêmement difficile, qui, ne la nourrit plus à elle, et deuxièmement, est en passe de ne plus nourrir le monde, tant la désorganisation politique est extrême. Troisième forme de déclassement, la jeunesse. Pourquoi? Parce que la jeunesse, aujourd'hui, ne participe pas au rêve de civilisation, de société, tel qu'on continue à faire croire qu'elle existe, de progrès, d'achat de la maison, de petits conforts, etc. Parce que cette jeunesse, elle est lucide et elle est consciente des enjeux sociétaux, mais surtout des enjeux environnementaux. Donc voilà, trois types de transformations très violents aujourd'hui. Est-ce que ça explique une partie des tensions dont tu parlais, qui contrarient finalement l'idéal d'une société unifiée? Moi, ce qui me semble, c'est que ce que tu dis, mondialisation, démondialisation, le rôle clé de l'agriculteur puis qui disparaît, et puis les rêves de la jeunesse, tout ça, doit se faire dans un cadre. Le problème, c'est que, et tu en as parlé avec le nationalisme et la nation, le cadre de la nation, qui était sans doute le plus approprié pour essayer de répondre à tous ces sujets, a été, c'est ce que je disais sur les cultures, abandonné, sabordé, pour des tas de raisons qui peuvent être nobles. Il y a eu la guerre, la nation, on l'a confondu avec le nationalisme, la nation n'était plus applicable comme zone d'intérêt ou d'efficacité économique face à la mondialisation, et donc on s'en est dessaisi. Le problème, c'est qu'au lieu de juste la relativiser, on l'a abandonnée. Et ce qui me pose un problème dans la nation, alors ce que dit le grand philosophe Peter Sloterdijk, qui dit finalement, le groupe humain qui a accompli le mieux la protection de chacun, c'est la nation, parce qu'il a créé un système immunitaire symbolique. Et comment faire rêver un groupe, comment le faire se projeter, comment le faire imaginer un avenir à plusieurs cultures, ou seul, en famille ou en couple, ou seul, prendre les chemins de traverse, si à un moment, on n'a pas conscience quelque part d'appartenir à un système immunitaire symbolique. C'est-à-dire un système dans lequel je me sens protégé. Mais c'est presque inné alors du coup. Non, au contraire, pour moi c'est construit, c'est culturel. Donc c'est la culture, donc c'est l'éducation. Il y a l'éducation et il y a toute forme de transmission. Donc la question... Il y a l'éducation et il y a ce que la famille et l'expérience va m'apporter. Et la question actuellement du doute, non pas sur les valeurs éducatives, dont je pense tout le monde ici sait qu'elles sont centrales, mais sur le fait que ces valeurs ne sont plus mises en lien avec une société et les besoins d'une société future, et que quelque part aussi pas mal de jeunes se disent peut-être que tout ce qu'on nous apprend a finalement amené aux difficultés du monde actuel. Et c'est là qu'il y a un grand doute qui s'installe.
j'irai plus loin là-dedans, c'est que le doute il est plus profond. À mon sens, je raconte une anecdote, on en a parlé avant de préparer notre petit entretien. Je me retrouve dans un amphithéâtre où à l'issue d'un cours, une étudiante vient me voir et me dit, vous savez monsieur, donc j'avais parlé de cette phrase de Michel Maffezoli, le lieu fait le lien, phrase ô combien clé pour comprendre une culture, ou au contraire, s'en extraire. Et cette étudiante vient me voir et me dit, vous savez monsieur, moi j'habite des flux. Elle m'a fait répéter parce que j'ai peur de ne pas avoir compris. J'habite des flux. Alors j'ai dit, vous pouvez m'expliquer. Elle me dit, bah, ma banque est en ligne, mon petit copain je l'ai trouvé sur un site de rencontre, mes amis sont sur Facebook, mes avis politiques sur Twitter, mes photos sur Instagram, et puis elle continue. Et elle me dit, c'est tellement bien. Et elle me dit, c'est tellement mieux. Je lui dis, c'est mieux que quoi? Et là, on va arriver au cœur du réacteur de ce qu'on est en train de dire. Elle me dit, c'est mieux que le réel. Parce que le réel, c'est décevant. Exactement. Donc, la question de la déception du réel, on y reviendra peut-être au travers de vos questions. En préparant cet entretien avec Alain, moi, je l'ai trouvé assez fondatrice du déroulement qu'on va vous proposer dans notre réflexion, mais effectivement, non pas un refus du réel, pour des rêves personnels ou imaginaires, mais une déception du réel. Oui, c'est pas un refus. Hein. Pas un refus, c'est une déception. Il y a des contournements pour accéder au réel, je pense. D'ailleurs, la question, c'est le réel ou les flux, le réel ou le virtuel, pour moi, non, c'est le réel et le virtuel, c'est plus où, c'est et. Et donc dans ce cas, c'est deux chemins pour, enfin en tout cas, la vie pratique concrète et le virtuel sont deux chemins pour accéder au réel. Le problème, c'est qu'entre-temps, on a des filtres que l'on nomme réalité. Ça, c'est une réalité. La chose à vous dire ce soir, c'est qu'il va bien falloir faire avec les deux. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'émanciper du réel et on ne va pas pouvoir vivre uniquement dans la dimension que l'on veut. Faire société, puisqu'on va en parler, on en parle ce soir avec Alain, c'est vivre à la fois une dimension réelle et vivre à la fois une dimension dans des réseaux, dans du numérique. Pourquoi? Parce qu'on doit vivre aujourd'hui en même temps localement que planétairement. Et s'il y a une leçon à tirer de l'écrasement environnemental que nous vivons depuis un an, on l'a vu en France, les grands incendies de l'été dernier, on le voit maintenant avec cette espèce d'onde de sécheresse qui remonte de l'Espagne jusqu'en France, qui est une sorte d'assèchement, de dépérissement de la terre, effrayant, parce que les conséquences, on ne les mesure pas encore. Tout ça crée un nouveau temps, qui est un temps du monde. Jusqu'à présent, ce qui se passait dans le Gulf Stream, ce grand courant marin verticalisé qui gère le climat de la planète, ne nous concernait pas trop. Ben, aujourd'hui, il est évident qu'on est là, clairement, au milieu d'un changement climatique massif et majeur. Mais je vais vous le dire aussi, parce que d'autres ne vous le diront pas, mais il est durable. Donc, il va falloir vivre avec et s'adapter avec et rester humain. Comme disait notre grand ancêtre, faire humaine condition. Et rester des humains. C'est pour ça qu'il faut revenir à mon sens sur cette région. Et quand je vois les guérillas locales, actuellement qui se mettent en place sur des problèmes liés à l'eau, je ne parle pas de la France, je parle du monde. Et avec Alain, on sait dans toute l'histoire humaine que le partage de l'eau a toujours été le grand conflit géopolitique. Il va falloir continuer à bâtir notre histoire. C'est pour ça que rester humain. La question du cadre, pour rester humain, faire société, c'est d'abord poser un cadre. Et nous avons un vrai souci là-dessus aujourd'hui, me semble-t-il. On voit bien que dans la réponse des partis politiques, des partis qui soient français, européens, peu importe, américains, à partir de quel cadre on veut faire société? On comprend bien ce constat sur le climat, même si effectivement on ne nous dit peut-être pas assez ou pas aussi... on nous le dit trop tard. Ou on n'a pas voulu l'entendre. Mais Dumont, il Chers amis, il y a aussi le fait qu'on n'a pas... Oui, exactement. Qu'on n'a pas voulu l'entendre parce que les conséquences, c'est je vais m'habiller différemment, je vais manger différemment, je vais voyager différemment et je vais vivre mon territoire et mon espace de vie différemment. Et tout ça, c'est des bouleversements et l'homme n'aime pas les bouleversements. Alors, mais c'est pour ça, il n'aime pas les bouleversements, d'autant plus qu'il n'est pas, je reviens sur la notion de cadre, parce que quand un groupe humain, pour faire société, a besoin d'un cadre, parce que c'est la marmite dans laquelle il va faire la recette qui va donner société. Dans ce cadre-là,
Si on ne l'a pas, donc va s'accroître des facteurs d'incertitude. Et on voit bien aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est inédit dans l'histoire. Nous avons des groupes humains, des sociétés dites développées, qui ne savent plus quelle est la bonne notion du temps. On ne peut pas créer une société si on n'est pas en accord sur le temps. Pas de notion du temps. Le temps s'accélère, le temps disparaît, le temps est désormais une incertitude. Plus on étudie l'univers, plus on se demande ce que c'est. En tout cas, on sait que nous sommes tous dans l'hystérisation du temps. Deux, la vitesse. On nous dit que l'histoire s'accélère. Non, l'ensemble des pratiques humaines s'accélèrent du point de vue du virtuel. On parlera de l'intelligence artificielle peut-être tout à l'heure. Donc, deuxième point. Troisième point, le lieu. Nous n'avons plus du tout le même rapport au lieu, nous n'avons plus du tout le même rapport à la connaissance, parce qu'un lieu, ça donne de quoi transmettre et donc des connaissances. Quatrième élément, et là, moi, je te propose aussi d'y réfléchir, c'est la langue. Donc, nous sommes dans une incertitude de temps, de vitesse, de lieu, de langue. Et la linguistique devient un élément identitaire personnel extrêmement important, mais pour tout le monde et pour tous les peuples. C'est très clair. Et plus on parle des langues différentes, le franglais, les langues qui sont issues Et alors tu as raison, c'est que l'étymologie prend de l'importance. Cette espèce de temps universel qui s'était mis en route avec une mondialisation accélérée, et Alain a raison, qui avait commencé à unifier les cultures, à unifier le temps. Je regarde les questions. Oui, vas-y. À unifier le temps. Cette mondialisation qui avait commencé à unifier les modes de vie, mais aussi finalement dresser la grande victoire des GAFAM, Google, Amazon, etc. Donc toutes ces grandes sociétés qui sont les sociétés planétarisées d'aujourd'hui. Eh bien, ce temps est en train de s'arrêter pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous n'avez plus le cadre juridique en train de s'uniformiser sur la terre entière, qui est en train de vous donner le fait que ce mode économique, où on mangera partout sur Terre certains types de burgers, ou qu'on n'aura que certains types de voitures, ce cadre économique uniformisé, eh bien, n'est plus aujourd'hui en situation de continuer sa conquête. Deuxièmement, la baisse des prix. Baisse des prix des matières premières, disponibilité des matières premières, baisse des prix de la main-d'œuvre liée, on va dire, à une disponibilité de main-d'œuvre prête à être de plus en plus servile. On va revenir sur la question du travail. Ce moteur est en train de s'arrêter aussi dans tous les pays, même les plus libéraux, même des pays qui sont dans des difficultés économiques. La quête de sens du travail fait refluer la massivité de l'offre d'emploi. Troisième point sur cette démondialisation, les fractures monétaires. On va pouvoir y revenir aussi parce que c'est un sujet qui m'intéresse au plus haut point. Je rebondirai sur ça, sur les pistes faire société tout à l'heure. Mais les fractures monétaires aujourd'hui sont en train de vous opposer frontalement les intérêts américains et chinois, européens, américains et chinois, et je ne parle pas des autres monnaies. Alors que nous étions sur un courant d'unification monétaire et d'unification des marchés monétaires, là aussi le doute s'est installé. Donc, fracturation économique du monde, démondialisation très clairement, non pas marche à rebours du progrès, mais il faut reprendre son souffle, et Alain a raison, il faut reprendre ses marques sociales et culturelles. Mais je le redis, qui que l'on soit, d'où que l'on soit originaire, sur quelle terre qu'on soit, faire société ne doit pas dépendre d'une origine sociale, personnelle, politique, mais simplement de l'adhésion au schéma de vie d'un lieu avec d'autres au même moment pour bâtir une paix sociale acceptable. Et je rebondis donc sur ce que tu dis Stéphane, sur le faire adhésion, et puis ça correspond aux questions. Là, je vois que notre ami Nation-Dine dit il faut revenir sur qu'est-ce qu'on veut dire par nation, comme cadre apaisé éventuellement, ou en tout cas comment faire société, qu'est-ce que ça signifie par nation. Je peux donner à Nation-Dine, que je salue au passage, un premier élément qui est très important, c'est que le problème, c'est pas forcément qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, ou les différences sociales. C'est le sentiment d'une profonde injustice, d'une profonde inégalité, et que cette inégalité économique se creuse d'inégalités politiques et humaines. C'est que non seulement je suis pauvre, je suis encore plus pauvre qu'avant, je sais que mes enfants seront encore plus pauvres que moi, mais on m'en fait souffrir, et on me prive aussi de mes droits politiques. Et ça, c'est une spirale. Alors, ça,
elle existe, et bien sûr, mais sur le faire société par la nation, je sais bien que ça peut laisser perplexe. La nation, pour moi, quand j'en parle, du point de vue de l'anthropologie, on voit bien qu'un groupe a besoin de se projeter. Donc un groupe, quand il crée une culture, et qu'il veut qu'elle soit durable sur un territoire donné, qu'on va appeler donc, à un moment, ça va être une nation, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont morts, ceux qui vivent au présent et ceux qui arriveront demain, issus de nous, de tous ces nous sur ce territoire donné, c'est un lance-pierre. Et plus on peut tirer l'élastique loin derrière, dans l'idée de qu'est-ce que nous raconte cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là, dans ces lieux-là. Nous sommes, comme disait le grand Claude Lévi-Strauss, une identité, c'est le croisement d'une histoire, d'une géographie et d'une cause. Plus nous aurons une identité donc dynamique, qui vient d'un certain nombre d'éléments du passé et d'un territoire donné ou des territoires donnés, pour se projeter ensemble, plus nous formerons ensemble un symbole. Alors, encore faut-il qu'on ait accès à cette information voilà. Et qu'on puisse la traiter, parce que s'il y a trop d'urgence d'un coup, trop de fractures d'un coup, est-ce que la culture dont tu parles, qui est de comprendre cette stratification et sa richesse, n'est pas antinomique à l'urgence des problèmes que nous avons aujourd'hui? C'est pour ça que pour moi, quand on a parlé de faire société, je pense qu'il faut tout reprendre à zéro, mais c'est un vœu pieux peut-être. En tout cas, on n'est pas dans la dynamique médiatico-politique, n'est pas dans cette stratégie-là, puisqu'elle doit toujours aller trop vite et très vite, et commenter, se surinterpréter en permanence, alors qu'il faudrait tout simplement reprendre au départ. C'est-à-dire que pour faire société, pour qu'il y ait culture, il faut qu'il y ait partage d'un non négociable. Et ça, c'est un mot, c'est un gros mot quand on le lance dans le schéma politique. Et celui qui ne veut pas celui qui ne veut pas, soit il sort, il s'exile du groupe, et il dit c'est pas mon groupe. Alors ça, c'est les règles anthropologiques de base. Oui, exil, folie. Ça marche comme ça. Oui. Quelqu'un qui est plus à l'aise dans une famille, il s'en va. Celui qui n'est pas à l'aise dans une famille s'en va. Moi, j'interviens dans les entreprises, on voit bien quand on fait les séminaires sur les valeurs, je dis toujours aux gens avec qui je travaille, vous allez avoir 2-3 personnes qui vont partir. Parce que soudain, il réalise que le groupe va décréter non négociable des choses qui soit ne lui conviennent pas, soit ne lui conviennent plus. Ou alors c'est soudain le groupe qui va s'ouvrir et va dire, mais tiens, lui, celui-là qui était dans le placard, vient de dire quelque chose qui est pour nous nodal. Et donc on va aller avec ça. Donc il y a rien, on est dans de la permanence, de l'impermanence. Et une culture traduit de la permanence tout en se nourrissant d'impermanence. Et sa permanence à elle, ça part des valeurs non négociables du groupe. Ce que moi j'appelle à l'issue de notre grand maître et professeur Bruno Etienne, les valeurs centrales de cohésion. Voilà. C'est des valeurs non négociables qui vont produire de la cohésion. Mais je ne suis pas obligé d'y adhérer. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, elles ne sont pas négociables sur le plan structurel, mais que, par contre, beaucoup de gens ne les connaissent pas ou passent outre. Donc le problème de la reculturation, c'est-à-dire de redonner des valeurs centrales d'éducation pour retrouver des valeurs centrales de cohésion, à mon sens, c'est peut-être la manière de mettre les choses dans l'ordre. Oui, mais quand tu en parles, et je suis complètement d'accord avec toi, on te dit, mais monsieur, il y a liberté, égalité, fraternité. Alors, on est dans je le répète, liberté, égalité, fraternité. Non, mais ça se mérite, ça. C'est la liberté, égalité, fraternité. Et puis c'est la permanence de la culture française. Et il y a de l'impermanence. C'est ça. De quoi voulons-nous nous nourrir demain? C'est un vrai sujet. Comprenez bien que débattre sur les valeurs, c'est pas un truc entre coincés dans un truc fermé où on se dit, bon alors, chers amis, on met bienveillance, on met respect, qu'est-ce qu'on met? Non. C'est trop payé de mots. De quoi voulons-nous nous nourrir demain? Et pour faire cela, ça rejoint le débat de ce soir, il faut nommer nos fractures. Et une fois qu'on les a nommées, il faut rentrer dans les détails pour pouvoir ensuite dire, mais de quoi voulons-nous nous nourrir demain pour y répondre? Alors, on a une autre question. Et on n'est plus aussi. en projection. On n'est plus en projection. On dirait qu'on a perdu la perspective. On est revenu il y a 8 siècles, on a perdu la perspective. On a une autre question aussi de nos auditeurs. Quel progrès collectif, quel cadre politique pourrait-on selon vous créer du commun en capacité de transcender les dualités que l'on observe à l'heure actuelle, conservatisme, progressisme notamment? Alors, conservatisme et progressisme, je dirais, sur un plan du langage des sciences politiques, c'est bon, parce que c'est une échelle d'évolution. Il y a des phases et des balanciers dans la société. Par contre, le vrai problème aujourd'hui de ces deux items, c'est leur opposition brutale, de plus en plus frontale et de moins en moins négociable. Prenons l'évolution de la démocratie américaine et de l'opinion américaine actuellement qui se polarise sur la préparation des élections. Il semblerait quoi qu'il y ait deux Amériques désormais irréconciliables, les démocrates d'un côté, les républicains de l'autre,
mais de manière très violente. Pourquoi? Parce que des questions de société ont été exhibées, données en pâture au juge suprême américain, notamment la question de l'avortement des femmes. Et tout ça est en train de provoquer un immense mélange des violences ancestrales, des violences anciennes, que la société américaine a, depuis sa fondation en gestation, on ne va pas s'étendre sur ça, mais qui viennent aujourd'hui rentrer, ce que votre question est intéressante, dans les conservatismes ou les progressismes des uns et des autres. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? Que chacun est en train d'extrémiser ses positions. Vas-y, je t'en prie. Bien sûr, c'est ce que partout ils appellent la radicalisation, qui est un terme impropre, radical, c'est racine. Bon, je préfère extrémiser, il a raison Stéphane, tu as complètement raison là-dessus. Pour répondre à votre question, sur quel projet collectif? On voit bien qu'un groupe, dans les collectifs humains, quand ils sont en panne, quand ils n'arrivent plus à avoir la vision, comme on dit, ils vont se poser je perds le fil, pardon. Quand ils n'ont plus la vision, il va falloir qu'ils se posent donc, la question de le nous qu'on va vouloir incarner. Et donc, avant de se dire on veut plus de ceci, plus de cela, poser une vision, c'est se rappeler à soi ce que le groupe veut être, sa vocation. Aujourd'hui, être européen dans le monde, ça veut dire quoi? Être français, ça veut dire quoi? Être localiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je suis protégé des autres. En Europe, on est mieux qu'ailleurs. On a une culture supérieure. On est moins pauvre, etc. À une époque, ça voulait dire ça. Mais aujourd'hui, très récente d'ailleurs. À une époque, jusqu'à une époque très récente. Mais aujourd'hui, être européen, ça veut dire, je pense, une des leçons qu'on peut dire ce soir, pas à haute voix, mais en tout cas en débat, ça veut dire de donner des signaux d'alerte, parce que ce que l'Europe a vécu il y a 300 et 400 ans avec ces guerres fratricides qui ont failli la faire disparaître, sont en fait des leçons de paix et de liberté qu'elle a dû négocier avec elle-même sur le sang de ses peuples, et donc ce n'est pas des leçons en l'air. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, reprenons nos livres d'histoire pour nous-mêmes d'abord le comprendre et être un peu sûrs de nous, les Européens, qu'on soit italiens, français ou allemands, comme disait De Gaulle. Mais au-delà de ça, qu'on sache qu'aujourd'hui, faire société, ça ne doit pas être une obligation, les amis, ça doit être une joie. Parce qu'il n'y a pas plus grande joie que de faire société. Oui, c'est pour ça dans l'interculturalité. Bien sûr, merci. L'interculturalisme, c'est de vouloir arriver à un moment à faire société, c'est vouloir créer quelque chose, et je vais répondre encore à la question de très intéressante. Très intéressante. J'ai retrouvé le fil de ce que je voulais dire tout à l'heure. Nous sommes obsédés dans les groupes aujourd'hui qui sont les nôtres par la notion d'unité. Se projeter, avoir un programme commun, un projet commun. C'est notre projet, 2017, l'incantation de Macron à chaque meeting, c'est de dire on va vers quelque chose qui est l'unité. Et puis bon, on est quand même des civilisations de 3 religions monothéistes qui ont l'obsession du un, de l'unité. Donc pourquoi pas? Sauf qu'aujourd'hui, le paradigme a changé. Nous voulons faire unicité. Je pense que pour transcender les dualités dont vous avez parlé, l'unicité, c'est d'arriver ensemble à faire quelque chose de commun avec le respect des différences. C'est très complexe. On est rentré clairement dans l'ère de la complexité. C'est très difficile, c'est très fragile. Qui demain incarnera le mieux cela? On voit bien qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on doit apprendre aux gosses à l'école aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit transmettre dans une entreprise? Quels sont non plus nos savoir-faire, mais nos savoir-faire qui vont emmener un maximum de gens avec nous pour faire unicité sans broyer trop les différences des uns et des autres. Avec la liberté pour chacun de dire à un moment j'y vais pas, ou pour le groupe de dire ça quand même, ça c'est non négociable. On sait qu'il existe quelques non négociables dans les civilisations de manière universelle, l'inceste, le cannibalisme, etc., le meurtre du père et de la mère, et puis il y en a des beaucoup moins dramatiques qu'un groupe humain va décréter. C'est-à-dire nous, si on travaille comme ceci, si on vit comme cela, ça c'est le non négociable. L'unicité, c'est l'enjeu pour ça, faire société demain. Parce que si on ne retient pas des fractures qui sont les nôtres aujourd'hui, la leçon de tout le monde est conscient du drame collectif, mais personne ne veut lâcher un peu de ce qu'il est, alors qu'en 14, on leur a dit vous allez tous dans les tranchées, vous parlez tous le patois, vous ne vous entendrez pas, mais vous parlerez le français. Ils avaient même des monnaies locales en 14, on en a trouvé en 18, dans les tranchées. Vous avez encore des monnaies locales dans un pays qui avait le franc. Eh bien, il y a l'unité, c'est le drapeau, c'est reprendre l'Alsace-Lorraine, c'est l'intégrité territoriale, etc. Et c'était utile ou c'était déjà, pas un mensonge, mais c'était déjà une sorte d'unicité
tellement nécessaire pour aller à la guerre. Faut être cynique, ça a été utile, oui, ça a marché. Ça a marché. Puisque de 1871 à 1914, les gamins rentrent à l'école et voient au-dessus du tableau noir, à côté du professeur du hussard noir, tu seras soldat, mon fils, avec tu le sais, la carte de France, avec le bandeau noir qui saigne au niveau de l'Alsace-Lorraine. Donc ça a été super efficace. Et tant mieux, puisque quelque part, malgré l'horreur, on a quand même réussi quelque chose qui, aux yeux de l'histoire de France, a un sens. Et donne du sens. Pour nous, peut-être. Oui. Et puis qui ensuite est un drame, puisque ça amènera 39 derrière, puisqu'on aura humilié l'Allemagne. Bien d'accord. Mais l'unicité aujourd'hui, je pense que c'est ce qui nous attend. Et je voulais revenir sur le deuxième point de la question à madame ou à monsieur Dabadi, je ne sais pas, qui me venait tout à l'heure, c'est que nous sommes des sociétés qui ne fonctionnent plus, j'en parlais tout à l'heure, du temps, sur les mêmes notions de temps. On avait l'impression avant qu'on avançait tous dans le même temps. Et là, on a l'impression qu'on a des gens qui sont... Synchronicité, asynchronicité. Complètement. Et c'est asynchrone. On a des gens qui sont quand même, qui sont partis sur le virtuel, l'intelligence artificielle, l'autre monde, le fameux monde d'après qu'on nous a vendu pour tous en 2020, moi, qui me faisait rire, et qui n'était que dans la tête de certains. Et puis d'autres qui sont, par rapport au conservatisme que vous évoquez, les conservateurs, qui disent non, au contraire, il faut préserver ce qui est. Préserver ce qui est, et d'autres qui disent non, il faut lâcher, parce que c'est un tremplin pour ce que nous devons être. Alors, je vais profiter de ce propos sujet, ça. Pour rebondir sur la question c'est pas une carte politique, voilà. Sur la question de Jean-Sébastien. Non, mais pour relier tout ça, hein, c'est faire reliance aussi entre nous deux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cet arbitrage inattendu de la nature et du rapport de l'homme à la nature peut amener à de nouveaux arbitrages politiques favorables, qui sont en fait ce qu'on appelait à notre époque la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire cette pacification du rapport à la nature dont je vous parlais tout à l'heure peut donner lieu à une nouvelle manière de faire société, à deux conditions. La première, c'est qu'il ne soit pas trop tard, c'est-à-dire que les foudres du ciel ne nous tombent pas sur la tête. Et la deuxième, c'est qu'on est sur une humanité de 10 milliards d'humains aujourd'hui, une capacité à le percevoir, et je te rejoins, de manière synchrone, c'est-à-dire au même moment. Or, cette synchronicité d'une humanité qui perçoit la menace identique, elle n'existe que dans les films de science-fiction, quand la Terre est envahie par des extraterrestres nuisibles, et là, dans ces films, vous voyez toutes les nations s'embrasser, la tour de Babel, il n'y a plus de différence, on s'aime, et on se rend compte, parce qu'on se rend compte d'un coup qu'on avait été bien bête de ne pas le faire avant. Et j'aime bien ces scènes dans ces films-là, parce que je pense sincèrement que l'humanité va aller vers une nouvelle alliance autour de ces grandes difficultés qu'elle a à gérer. Est-ce que ce sera une pandémie? J'en sais rien, on sort d'une qui pour la première fois a été planétaire, attention. La première fois qu'elle a été gérée de manière planétaire. Non pas qu'elle existait, il y a eu la grippe espagnole avant, mais là qu'elle a été gérée de manière synchrone et planétaire. Deuxièmement, vous avez la menace du changement du temps réel de la nature, et de l'opposabilité maintenant de la nature sur l'homme, qui crée une nouvelle synchronicité. Parce que ça brûle partout, parce que ça se réchauffe partout, parce que ça se raréfie partout en matière d'eau, d'espace, etc. Et la troisième synchronicité aujourd'hui devrait être la pensée sociale et politique. Or, c'est elle qui résiste le plus, parce que tout à l'heure Alain vous l'a expliqué, parce qu'elle fonctionne sur des paradigmes anciens qui exacerbent faussement les différences pour continuer à tirer des partis pris, souvent personnels d'ailleurs, des uns et des autres. Donc jusqu'à quand? Qu'est-ce que tu en penses? Moi je pense que jusqu'à ce que l'on impose comme peut-être quatrième valeur la devise de la République française, puisque c'est celle de notre pays, la notion de réciprocité. Parce que je pense que Stéphane, tu as totalement raison sur le fait qu'on est synchrone finalement que devant les catastrophes et devant l'horreur absolue qui nous arrive. Mais dans le peu de temps de paix qui semble être le nôtre encore, ou de société encore à peu près pacifiée, et je ne veux pas être catastrophique, on n'est pas là pour ça, au contraire. Relativement pacifiée. Relativement pacifiée. Il y a un élément clé, c'est la réciprocité. On voit bien dans tous les groupes humains, l'anthropologie nous démontre très bien, l'histoire, et encore, même il suffit de regarder autour de nous, sans être dans ces grands termes-là. Là où un groupe cultive entre ses pairs la réciprocité, il sera plus fort et il se projettera plus longuement.
là où les inégalités dont tu as parlé dès le départ, et tu as bien fait de les nommer, qui ne font que s'accroître dans la spirale infernale que tu as dite, eh bien, on aura donc des crises de réciprocité, donc de reconnaissance, donc de désagrégation, et donc on ne fera pas face ensemble. Et ça peut sembler être assez éloigné du fait de dire mais on réagit ensemble face à l'événement. Non, on constate qu'il y a un drame, et là oui, il y a une forêt qui brûle, on va tous essayer d'y aller avec un seau d'eau. Mais si nous y allons dans l'idée qu'il n'y a pas de réciprocité entre nous, qu'il y a des inférieurs, des extérieurs, des supérieurs, des ceci, dès que le feu sera éteint, nous recommencerons de plus belle. On voit bien que les inégalités se sont beaucoup plus accrues en termes d'achat, même en Chine, depuis la sortie du Covid. C'est clair. Alors que tout le monde a dit, mais non, ça va s'arrêter. C'est comme exacerbé, on est un monde caricatural. Donc je pense que c'est... Et pour faire société, si on ne cultive pas plus qu'avant, puisqu'elle est en danger, la notion de la réciprocité, ça ne veut pas dire qu'on est égaux, ça ne veut pas dire qu'on est les mêmes. On n'est pas dans la mêmeté, c'est l'horreur ça. On est dans la notion de dire, il y a réciprocité entre nous en droit, en devoir, en considération, en respect. C'est la base. Et ça, je pense qu'on ne l'enseigne pas vraiment aux élèves, même si aux enfants, on leur apprend le respect à l'école, et qu'on ne le cultive pas assez dans les films, dans les séries, dans tout ce qui aujourd'hui fait de la mythologie moderne et contemporaine. Et pour moi, c'est un vrai sujet qui nous empêcherait de faire société. Alors justement, on va aller vers le dernier quart d'heure de cette discussion. 3 éléments qui exacerbent aujourd'hui la vie et vont la compliquer. D'abord, les intelligences artificielles qui vont très rapidement penser pour beaucoup de gens, et à tout point de vue, et déstabiliser beaucoup plus que ne recréer, on va dire, de potentiel. Deuxièmement, le fait que nous ne sommes pas rentrés dans des sociétés décarbonées, mais que nous continuons à consommer de plus en plus de pétrole et d'énergie fossile primaire. Et troisièmement, le fait que nous restons quand même prostrés sur le fait de croire que la vérité va continuer à venir d'en haut, que quelque part les pouvoirs, quels qu'ils soient, sont là pour nous protéger, et que nous, les petits citoyens, quelque part, on s'occupera bien de nous, parce qu'à un moment, eh bien, les choses finiront par pas trop mal se passer, parce qu'on est installé dans nos vies. Pour ceux qui payent des impôts, qu'ils en payent. Pour ceux qui ont une conduite noble et droite, ils se disent, finalement, cette belle conduite que j'ai en société, c'est ma garantie d'avenir, parce qu'il y a du protecteur, du droit, du politique structurant. Et ça, pour aller vers ces dernières minutes de discussion, s'il y a encore des questions d'ailleurs, allez-y. Moi, je pense que tout est lié. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit considérer qu'on est encore au cœur d'une masse d'erreurs économiques considérables, et que quelque part, soit on n'ose pas nous le dire, soit on n'ose pas vous dire qu'à un moment, il va falloir que les citoyens, personnellement, chez vous, dans vos maisons, dans vos quartiers, dans votre ville, dans votre campagne où vous habitez, vous preniez en main un certain nombre de choses, directement, pour bouleverser l'ordre établi et amener à des formes de disruption relativement fortes sur 3 points. Le premier, et il me faudra ton avis, le premier, c'est le partage des apprentissages. L'école est absolument fondamentale, indispensable, nécessaire, tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Elle doit compléter la distorsion des liens familiaux, elle doit compléter la complexité des postures politiques et institutionnelles qui brouillent l'information, mais pas que des jeunes gens, de nous toutes et tous. Donc déjà, repartager, remanier la connaissance et les connaissances. Ça, pour moi, c'est un point clé. Le deuxième point clé, c'est retravailler les questions économiques au niveau local, monétaire. Je crois beaucoup aux monnaies locales, je pourrais y revenir. Je crois aussi beaucoup au développement des différentes formes d'accès à l'autonomie alimentaire, énergétique, non pas pour se couper du monde, mais pour éviter un écrasement des conjonctures baissières, haussières, tout ce que vous voulez, qui sont en train de complètement polluer l'économie de la planète, la vie quotidienne des gens, et de bouffer le pouvoir d'achat de millions de personnes qui ne dépendent que du prix qu'il y a dans le supermarché en bas de chez eux, parce que le reste a été impossible. Troisième point, je crois que c'est important, c'est aussi que les citoyens se re-questionnent sur leur service public. Alain vous l'a dit, on est dans une nation de liens, et de liens politiques ancestraux. Moi, je ne parle jamais trop de l'État, parce que l'État, c'est trop gros.
Je parle par contre de nos services publics. Et je pense que pour les défendre, il ne suffit pas d'en parler. Il faut aussi des formes d'implication nouvelles de tous les citoyens, des plus jeunes comme des plus âgés, de toutes les bonnes volontés, pour qu'à un moment on comprenne qu'on ne nous les doit pas seulement parce qu'on paye des impôts ou des charges sociales, mais on nous les doit parce qu'on se les doit à nous-mêmes et qu'on les a écrits dans un des plus grands textes politiques qui est créé sur Terre, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle on dit que l'impôt est une contribution volontaire, et non pas un legs fait à l'État, pour rendre justement aux citoyens cette liberté. Donc voilà 3 points sur lesquels je voulais qu'on échange un peu. Moi, ça m'amène à deux idées, puisqu'on partait de dire demain l'intelligence artificielle, et puis Stéphane est revenu sur 3 fondamentaux auxquels il faut répondre pour y aller. Moi, je pense qu'on va être à un moment, ce qu'on a commencé d'ailleurs à faire, puisque à la PM, qui est un cercle de dirigeants que je fréquente en tant qu'expert, qui pose la question du progrès. C'est la notion de progrès. Je pense que qu'est-ce qu'on doit apprendre dans les écoles aujourd'hui? Le progrès humain. Humain, oui. Progrès humain, oui. La notion de progrès, oui. Moi, je parle du progrès humain, je n'ai pas la capacité de parler du progrès économique, mais le progrès humain. Sont liés. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Moi, je vois depuis 2-3 ans, dans tous les groupes que je fréquente, ressurgir un truc qui est très vieux, qui est le triptyque de l'artisan égyptien. C'est-à-dire que quand on faisait faire les pharaons faisaient faire des pyramides, il y avait dans le cahier des charges 3 choses auxquelles l'artisan devait répondre. L'autonomie, sa capacité à être autonome. Créatif, la créativité et la responsabilité. Il y a 5000 ans. Autonomie, créativité, responsabilité. Et il était payé sur ça. Il était payé sur le résultat, mais il fallait qu'il prouve que dans ces 3 cadres-là, dans ces 3 paramètres-là, il n'était non seulement pas défaillant, mais excellent. Sinon, il lui arrivait malheur. Très intéressant. Mais c'est passionnant, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la notion qu'interroge le progrès aujourd'hui, que tu soulèves, en disant le cadre, les économies, les monnaies locales, tout ça. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Et dans ce que j'expliquais de l'unicité tout à l'heure, quand on va prendre les gens avec leurs différences, c'est pas simplement la différence ethnique, religieuse, c'est des vrais débats. Ce sont des vrais débats, on ne va pas dire le contraire, mais l'humanité, elle bascule dans autre chose, surtout l'humain européen, il a déjà la tête ailleurs quelque part, et on va arrêter de s'auto-flageller sur ce plan-là. Il a la tête à savoir que parmi les différences que je vais amener, c'est ma différence en tant qu'autonome, en tant que créatif et en tant que responsable, répondre de soi et des autres. Et ça rejoint ta problématique humaine. Donc ça, c'est le premier point que ça interroge pour moi, c'est-à-dire la notion de progrès. Demain, c'est ces 3 éléments-là qu'il va falloir interroger pour savoir, mais c'est quoi maintenant le progrès? Et 2, vu tout ce que tu viens de narrer, qui est énorme, c'est que moi je pense que demain, la notion de progrès, il va falloir se poser la question, c'est le progrès, c'est le progressisme, donc c'est pas le progrès humain, ou la progressivité, c'est-à-dire ma capacité à moi en tant qu'être humain de m'améliorer au service d'une cause, de m'améliorer au service d'une cause. Et je crois que le mot progrès, c'est décoté. Ah, mais il y a même des gens qui s'insurgent aujourd'hui. L'idée d'une évolution humaine dans l'humanité, c'est-à-dire de chercher à faire société authentiquement, d'appliquer des règles d'auto-évaluation, autonomie, créativité, responsabilité, je trouve ça très intéressant, nous permettent déjà à nous de savoir où on en est. Mais comme disait l'autre, connais-toi toi-même. Et si on ne se connaît pas soi-même, d'abord on est toujours en train de donner des leçons aux uns et aux autres. Deuxièmement, on est toujours en train de se tromper. Et troisièmement, ce qui est pire encore, on est toujours en train de tromper les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devrait être très modeste. Les gouvernants, les gouvernés, les dominants, les dominés, de plus se penser totalement écrasés ou totalement dominants, de plus se penser totalement maître de l'économie mondiale comme Elon Musk, alors qu'il est absolument maître de rien du tout, et qu'il nous fait caresser un progrès artificiel sorti de la science-fiction américaine, qui sont des fusées interplanétaires pour aller loger les riches ailleurs, quand sur Terre il n'y aura plus rien, parce que c'est à peu près ça. Et moi je suis encore étonné qu'il y ait des gens qui regardent, parce que ça fait même plus rêver, parce qu'il ne se passera rien, alors que comme on le disait hier avec Alain en discutant, en préparant, on ne connaît pas le fond des océans, et on ne connaît pas la coupe terrestre. La totalité des budgets que l'on a pour connaître les fonds de l'océan équivalent à 3% de la totalité du budget pour l'espace. C'est dire. Vous voyez, pas grand-chose. C'est incroyable. Voilà. Donc je pense que cette cure de modestie très importante
devrait marquer pour moi l'action publique, l'action économique, l'action humaine, et de remettre finalement à zéro tous les compteurs, qui que l'on soit, d'où que l'on soit, c'est de se reconsidérer seulement comme humain et d'arrêter de projeter des fantasmes sur la société, de domination, de nouvelles technologies civilisatrices qui n'ont rien civilisé du tout. Mais l'évaporation de l'ère énergétique actuelle, la faiblesse des structures alimentaires mondiales et la raréfaction en eau vont nous obliger, mon cher Alain, et tu l'as dit, à devenir une humanité vraiment créative, alors qu'aujourd'hui, je pense que nous ne le sommes pas vraiment, et que les progrès les plus importants que les humains attendaient depuis toujours, détruire la maladie définitivement, détruire la souffrance, détruire la guerre, détruire la haine, voyager partout dans l'univers à la vitesse qu'on veut, ces progrès ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que je ne sais pas s'ils ont été empêchés, en tout cas l'humanité ne s'y est jamais projetée. Et parce que tu dis il faut arrêter de fantasmer, moi là par contre je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à faire ça, parce que l'être humain est un être humain d'histoire. Tout petit, raconte-moi des histoires le soir avant de dormir. Et jusqu'à la fin de ma vie, pas n'importe quoi. Non, non, voilà, bien sûr, mais jusqu'à la fin de ma vie, je vais avoir besoin de raconter ou de me raconter. Quand on travaille sur ce qui fait collectif, pour faire société, on a un vieux triptyque anthropologique qui est vieux comme le monde, qui s'applique à tous les êtres humains sur Terre qui nous ont précédés et qui nous suivront. C'est le fameux triptyque qui dit qu'un groupe humain a besoin de mythes pour exister, donc déjà on est mal barré. Parce qu'on est déjà dans la machine à fantasmer. Ah, mais les mythes, c'est autre chose. De rites. C'est de la culture. C'est-à-dire comment on pratique ça ensemble. Et là, faire société, c'est là. Comment on pratique ça ensemble? Ben, je ne pratiquerai des éléments de mythe avec toi que si on partage un minimum de valeurs et de projections ensemble. Et là, déjà, on voit que c'est écrasant. Sur les valeurs, on en a parlé, et sur la projection. Mais on se projette avec qui, comment? Et on voit bien qu'aujourd'hui, toutes les dernières élections présidentielles, les élections dans tous les autres pays, on regarde. Celui qui l'emporte, c'est celui qui donne une projection. On prend l'élection italienne. Quand Madame Meloni prend la parole et dit « je suis une mère, je suis une catholique, je suis, et je vais là », vous avez la moitié de l'Italie qui saute au plafond en disant « c'est insupportable », tous les médias européens qui disent « c'est insupportable », et l'autre moitié, plus un, qui dit « mais c'est très bien, moi je sais au moins où je vais ». Et donc c'est rejoint cette notion de cadre. Et par exemple l'intelligence artificielle, parce qu'on parle des catastrophes, l'intelligence artificielle, elle peut être une catastrophe comme quelque chose d'exceptionnellement épanouissant peut-être pour l'humanité, moi je ne sais rien. Cette intelligence artificielle, elle va nous obliger à nous dire, et d'où parlons-nous en tant qu'être humain? C'est quoi la notion de progresser? C'est plus celle du 19e et du 20e. C'est optimiste. Non, elle nous oblige à nous poser des questions. J'ai pas dit que c'était... Mais il y en a qui ne s'en poseront pas. Ah, bien sûr, mais je parle de gens qui ont envie de s'améliorer et de progresser. Et c'est de dire, mais espérons-le. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je vais interdire à mes enfants ou aux élèves d'avoir accès à ChatGPT ou l'équivalent ou le concurrent plus version 10? Ou est-ce que je leur dis, allez-y, faites le boulot avec, mais je vous demande à vous d'avoir un esprit critique? Je pense qu'une société européenne, et notamment la française, qui s'est gargarisée avec la République, la Troisième République, d'être le sommet de ça, sera celle qui dira, j'apprends plus l'esprit critique à mes enfants, à mes élèves, que d'être des suiveurs et d'être désarmés. Si tant est, c'est ce qu'on se disait hier, qu'avec l'intelligence artificielle, il restera des professeurs et des élèves demain dans les écoles. Et que l'esprit critique ne sera pas perçu comme une faiblesse. Voire un danger combattu, puisqu'aujourd'hui on voit bien que dans certains pays, dès qu'on pose une question critique au sens de passer au tamis, de comprendre, on se retrouve encavané, voire assassiné. En tout cas, l'intelligence artificielle, pour moi, va nous sommer de faire société. Ou alors ça sera la dissolution. Mais on ne peut pas imaginer ça. Enfin, moi, je ne veux pas... On va conclure. Alors, moi, je vais vous donner deux, trois idées. Puis on va prendre des questions si on a quand même. Alors, non, mais ça va, il n'y en a plus, là. Je crois qu'on en a eu pas mal. Alors, pour le dire en synthèse, ce que tu viens de dire, c'est fondamental. Disons-le, chers amis, il y a un risque que nos sociétés implosent, régressent, aillent vers de la destruction économique, sociale, politique, et nous ramènent à des heures très sombres de l'humanité, de la même manière qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan, par exemple, est une régression épouvantable sur tous les plans, humains, sociétaux, etc. Et que vous avez plus de 50 foyers très actifs de tensions politiques, militaires, sur Terre, qui détruisent l'humanité, qui la réduisent en pièces, en morceaux. Et ça, ce monstre-là, il ne s'est pas éteint encore.
gageons que les pays qui sont en paix aujourd'hui puissent la garder, la conserver. Mais ce n'est pas évident, parce que s'il n'y a pas cette nouvelle alliance, pour mieux partager les progrès d'une économie qui est en panne et qui ne repartira pas sur une croissance ancienne, mais qui devra partir sur des usages nouveaux, il ne pourra pas y avoir un nouveau pacte et une nouvelle alliance au sein de nos sociétés. Pourquoi? Parce que la quête de sens est trop forte aujourd'hui dans notre monde, mais pour tout le monde, pour qu'un autre compromis régressif économique soit accepté. Donc déjà, ça, on doit relier pour la première fois dans l'humanité toutes les choses au même moment et résoudre toutes les crises au même moment. Vous ne résolvez pas l'inflation, les taux d'intérêt, les pénuries de matières premières, les problèmes démocratiques, les crises sociales et politiques sur Terre, si vous ne le faites pas tout en même temps. Et ce que nous avons compris en préparant cette réunion avec Alain, c'est que le serpent se mordait la queue de tous les autres serpents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'imbrication est telle, c'est soit tout ou rien. Alors on fait le pari que ce sera tout. Pourquoi? Et moi, ce sera personnellement ma phrase de conclusion, c'est de dire que l'humanité, elle en a vu d'autres. Voilà. Qu'elle est passée toujours par le petit trou de l'aiguille. Et qu'on est la même main de civilisation que nos grottes anciennes en France et ailleurs. Et cette trace, je crois que c'est le vrai ferment, c'est le vrai fondement, c'est qu'au fond de nous, on est ultra-humain. Ce n'est pas des esprits animaux qui sont au fond de nous. Ce n'est pas des esprits vétustes, désemparés et cruels. C'est tout l'inverse. C'est toute cette civilisation aujourd'hui dont on va commencer à avoir conscience parce qu'il va falloir se dessaisir de certaines choses. Et je pense que beaucoup de choses nouvelles vont arriver. Le meilleur, en tout cas je vous le souhaite et je nous le souhaite, la disruption n'est pas un crime, c'est une force de changement que nous devons toutes et tous, chacun, porter à notre niveau. Voilà. Alors, je te laisse conclure de ton côté. Bon, je vais être rapide après une si belle phrase. Moi je crois qu'effectivement il faut croire en l'humain. L'humain résiste toujours dans des conditions incroyables. Alors certes, des peuples disparaissent, mais le principe d'humanité, lui, continue. Secondo, nous sommes, je pense, avec toutes ces technologies Internet qui sont effectivement dévastatrices sur plein de sujets, mais qui nous rapprochent, sinon de l'esprit animal, mais de celui du champignon, qui, dans une forêt, envoie les fils de ces récepteurs aux arbres, partout se croisent. Et plus je pense à l'humanité qui est en train de se répandre, de se diversifier, plus je pense à ces champignons qui décident de la vie et de la mort des arbres, qui communiquent entre eux, qui ont une capacité d'adaptation que les jeunes enfants aujourd'hui auront et que nous n'avons peut-être pas encore tout à fait, ou qui nous dépassera. Donc ça me laisse un peu quand même dans l'espoir sur ça. Troisième élément que Stéphane a dit, c'est le pacte. Je pense que les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont dans l'incertitude et qui craignent d'être débordées, dépassées, s'arc-boutent sur le droit, le contrat, la juridicisation des relations humaines, alors qu'il me semble qu'il faut s'arc-bouter sur le pacte qui lui crée des valeurs et qui crée de la dynamique identitaire. Mais oui. La ressource, c'est le bien commun, c'est lui. Et voilà. Et dernier point, bon, je vais finir sur une pointe d'optimisme, mais alors que bon, je suis un grand sceptique, mais dans les gens que j'accompagne professionnellement et quand on travaille sur les valeurs, est arrivé depuis 2020 une valeur sur le papier de plus en plus nombreuse que je n'avais jamais vu venir. Je considère moi pas comme une valeur à titre perso, mais pour eux ça l'est, donc ça vaut valeur, c'est l'amour. L'amour a surgi après le Covid dans des groupes professionnels comme valeur. Alors, gadget, au contraire, principe clé sur lequel essentiellement on revient. Difficile à négocier, mais c'est très important. Ah, lui, il n'est pas négociable. Et donc voilà, peut-être qu'avec l'amour, on s'en sortira. En tout cas, ben merci. Alors, on va mettre cette vidéo, on va mettre cette vidéo en bobine, puisque c'est une demande qui vous est faite. C'est prévu. On va vous la mettre dans un lien vidéo, on va vous l'envoyer. Alors, pour toutes celles et tous ceux qui se sont excusés, qui n'ont pas pu nous rejoindre aussi, on vous dit à bientôt. Hein, voilà, on vous dit à bientôt. On prendra soin de vous tenir au courant de nos nouvelles discussions. Merci des mots attachants que vous avez écrits et prononcés. Ça nous fait très plaisir. Et oui, et puis merci Fanny. La crise de spiritualité, ça sera peut-être pour une prochaine, mais elle est essentielle.
recording. Merci, au revoir.